Bon, les choses s'aggravent pour Lil Durk et on va en parler ici. À mon avis, ça va être très compliqué pour lui de se sortir de là, mais bon, quand je vois la situation de Young Thug aujourd'hui, tout est possible. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un update de la situation de Lil Durk. Pas mal de choses se sont passées depuis novembre dernier, ma dernière vidéo. Il a sorti un album, il y a eu aussi pas mal de rebondissements au niveau judiciaire. Et surtout, de mon côté, j'ai une véritable analyse sur l'état actuel du rap US mainstream. Alors, dans cette vidéo, on va en parler. Donc n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Sans plus attendre, on y va. Alors, avant tout, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé entre Lil Durk, Quando Rondo, King Von. Je sais que beaucoup d'entre vous ont oublié pas mal de détails. Moi-même, lorsque j'étais en train de préparer cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses qui se sont passées que j'ai oublié. Donc ici, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé entre Quando Rondo, Lil Durk et King Von. En gros, pourquoi Lil Durk se retrouve dans cette situation. Alors pour ça, il faut revenir au soir où King Von s'est fait assassiner par un membre de l'équipe de Quando Rondo. C'était un soir à Atlanta, à la sortie d'un club. King Von décide d'aller vers Quando Rondo, c'est lui qui provoque, une bagarre éclate. Un membre de l'entourage de Quando Rondo, Lil Tim, décide d'ouvrir le feu. Il tire sur King Von décède sur le coup, et à partir de là, un cycle de violence a commencé. Alors d'après ce qui se dit, encore une fois, rien n'a été prouvé, d'accord, mais j'aurais tendance à croire que c'est vrai. Lil Durk a mis à partir de là la tête de Quando Rondo a pris. Et à partir de là, on va revenir donc sur le document d'accusation. Je vous ai déjà raconté un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est important pour vous rafraîchir la mémoire, parce que comme j'ai dit, il y a très peu de chances que vous soyez allé regarder ma dernière vidéo de Lil Durk pour vous rappeler exactement de ce qui s'est passé. Donc, d'après le document d'accusation, Lil Durk met la tête de Quando Rondo a pris. Quando Rondo s'était rendu à LA avec son cousin Lil Pab, et Lil Durk y aurait vu une occasion de venger King Von. Donc à cette occasion, il s'y serait rendu également avec une équipe de têtes brûlées dans le but principal de ramener donc la tête du rappeur de Savannah sur un plateau. Dans l'équipe en question, il y aurait 5 membres d'OTF et des affiliés qui auraient répondu présents à cette chasse à l'homme, dont un certain Kevin London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay ou encore Asa Houston. Et pour réserver les vols à LA, Lil Durk aurait donné une règle, c'est de ne pas booker les billets à son nom. Mais les membres d'OTF, et en particulier ce fameux Kevin London, va utiliser la carte de la société OTF pour acheter tous les billets pour toute l'équipe. Et donc ce fameux Kevin London Grant aurait booké les hôtels, les voitures et aurait fourni les ski masks, payés en cash cette fois-ci, et bien sûr les armes à feu. Et le jour d'après, OTF se met en chasse donc dans les rues de LA et il va à la recherche de Quando Rondo. Ils avaient sa géolocalisation, donc il suffisait de le suivre un petit peu partout. Et donc il a été dans une boutique de cannabis, puis dans une boutique de vêtements, pour finalement lui tomber dessus à une station-service de Beverly Hills. D'après les caméras de surveillance, ils prendront soin de garer la voiture derrière une allée de cette fameuse station-service, puis sortiront de la voiture pour ouvrir le feu. Le tout en pleine journée. 18 impacts de balles. Quando Rondo s'en sort, mais je peux pas en dire autant de son cousin, qui est touché et meurt sur le coup. No! No! Maintenant qu'on sait tout ça, comment l'arrestation de Lil Durk a lieu. Breaking news. Rapper Lil Durk is charged in a murder for hire plot. This is his mugshot from Florida, where he was arrested last night and is being held without bond. This comes only hours after 5 people associated with his music business were also accused and taking part in that murder for hire plot. Le 17 octobre 2024, Lil Durk est finalement arrêté près de l'aéroport de Miami après que les forces de l'ordre aient reçu un signalement comme quoi Lil Durk avait booké plusieurs billets d'avion vers des destinations comme Dubaï, la Suisse ou encore l'Italie. Il aurait été arrêté et extradé vers l'État où
tous les crimes ont été commis, c'est-à-dire la Californie. Et quels sont les chefs d'accusation exactement? Bien qu'il n'ait pas été sur place lorsque les crimes ont eu lieu, Lil Durk doit quand même faire face aux mêmes chefs d'accusation que les autres membres d'OTF. Et donc Lil Durk et les 5 complices sont accusés de meurtre commandité sur Savaya Robinson, alias Lil Pub. Alors parmi les chefs d'accusation, tu as complot criminel, utilisation de moyens de communication interétatiques, donc interstate, tu vois, c'est entre 2 États, Chicago et la Californie, pour commettre un meurtre contre rémunération ayant entraîné un mort. Voilà. Et tu as un autre chef d'accusation qui est usage, port et décharge d'une arme à feu de type mitrailleuse et possession de telle arme dans le cadre d'un crime violent ayant entraîné la mort. Et au vu des crimes qui lui sont reprochés, Lil Durk risque la peine de prison à vie. Et les choses vont clairement pas dans son sens depuis novembre dernier. Initialement, la date de son procès devait avoir lieu en janvier 2025, mais ça a été repoussé en octobre 2025. Et depuis, il a été mis dans une autre affaire de complot pour meurtre, un murder for hire, comme ils disent. Et en fait, cette fois-ci, c'était pour venger son grand frère qui a été assassiné, lui aussi, en 2021, si je me trompe pas. En fait, pour ça, ils se sont basés sur une conversation de 2 personnes sur les réseaux sociaux qui parlaient justement de paiements effectués pour aller assassiner un gangster disciples du nom de Stephen Mack. Alors d'après ce qui se dit, il aurait été responsable de la mort de D-Tang, et Lil Durk aurait donc payé des gens de son entourage pour aller le venger. D'ailleurs, c'est ce qui coïncide beaucoup avec les paroles de ses chansons, notamment ce morceau. Littéralement, le mec il dit « Ok, ceux qui étaient là le soir où mon frère a été assassiné, vous allez tous mourir. » Voilà, il n'y a pas plus clair, donc ça va être difficile de se défendre avec ça, hein, sachant que les lyrics sont dans le dossier d'accusation. Ils se sont clairement appuyés sur ça pour faire tomber Lil Durk. Alors, il n'est pas inculpé pour ce meurtre-là, mais ils se sont servis de cela pour faire un affidavit. Donc en gros, un affidavit, c'est une déclaration écrite et signée sous serment par une personne dans laquelle elle affirme que ce qu'elle dit est vrai. Et avec ça, sa liberté conditionnelle a été annulée, sachant qu'en plus de ça, c'est un flight risk, comme on dit, donc il y a une possibilité qu'il quitte le pays si il est en liberté conditionnelle, hein, parce qu'il a essayé de booker un billet pour Dubaï, la Suisse ou encore pour l'Italie. Donc comme les autorités américaines veulent s'assurer qu'il sera là pendant le procès, ils ne veulent pas le libérer. Et donc, ce document, ce affidavit là, avec cette histoire de complot pour meurtre, pour venger son frère, eh bien, rien ne va dans son sens. Les choses s'aggravent, clairement. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, ce qu'on peut clairement dire, c'est que Lil Durk a été piégé par son propre environnement. Alors je dis ça pourquoi? Eh ben, Lil Durk, comme tu le sais, il est arrivé dans une époque où le rap de Chicago, la drill en particulier, a explosé. Et à la grande différence de la trap d'Atlanta ou encore du gangster rap qu'on a connu, la drill a un élément supplémentaire, c'est que c'est hyper concret et tout ce qu'ils décrivent dans leur musique, c'est réel, ça colle vraiment au réel et à ce que les gens vivent à l'instant T. Contrairement au gangster rap où tu vas rapper, où tu vas raconter des choses de façon un petit peu schématique, on sait pas trop si toi tu les as vécues ou pas, d'ailleurs la question se pose ou autre. Pareil pour la trap où tu peux facilement y ajouter des éléments festifs, autre chose que la rue. Là pour le coup quand tu parles de drill, c'est concret, tu vas parler de meurtre, tu vas parler de gang, tu vas parler de ce que tu as fait aux ennemis, aux opposants, aux ops, et donc c'est une musique qui est complètement différente. Et DJ Akademiks disait quelque chose de très intéressant, c'est que la drill a complètement éradiqué le gangster rap en fait. On est passé à une autre étape. Tu peux plus revenir et faire du gangster rap comme dans les années 90-2000 depuis l'arrivée de la drill en fait. Parce que tu vas très vite passer pour, on va dire, un rap édulcoré. Et donc, Lil Durk s'est servi de cette musique pour être propulsé, et donc ça a fonctionné pour lui. À un moment donné, lorsqu'il a signé, comme je l'ai souvent expliqué, chez Def Jam, il a édulcoré sa musique, ce qui n'a pas fonctionné. Mais lorsqu'il est reparti sur sa musique à lui, ça a cartonné, d'accord? Et donc, il y a 2 éléments dans sa musique qui ont fonctionné. Il y a la pain music, on va en parler, parce que son album, c'est clairement ça, et la drill pure, c'est-à-dire la rue, ce que je vous décris depuis tout à l'heure. Et en fait, c'est ce qui l'a fait propulser,
c'est ce qui va l'éteindre en même temps. Parce que lorsque tu rappes la drill, tu la vis également. C'est la condition, on va dire, sine qua non pour que cette musique-là soit réelle et fasse vibrer réellement les fans. Et Lil Durk, en fait, pendant très longtemps, il a vécu réellement cette musique dans la vraie vie. C'est pour ça que, comme je le disais dans mes anciennes vidéos, lorsqu'il décrit des choses, c'est très réaliste. Lorsqu'il parle de payer des mecs et de ramener la tête d'une personne en particulier et de pas ramener un autre gars pour lequel il n'a pas payé, c'est quelque chose de concret qu'on n'avait jamais entendu avant. Donc c'est une musique qui est réellement mauvaise dans le fond. Mais c'est une musique par essence qui va ramener et qui va fasciner beaucoup de gens. Et moi d'ailleurs qui n'écoute pas des masses de drill music, lorsque j'en entends et lorsque j'écoute des morceaux de Lil Durk, je trouve réellement ça bon à l'oreille, tu vois. Lil Durk, c'est réellement quelqu'un de talentueux et il amène quelque chose. Et même moi, je suis prêt à dire que cet élément-là de shock value que je vous décris depuis 2018, eh ben, c'est quelque chose en plus qui réussit à faire vibrer encore beaucoup de gens. Et sauf que c'est aujourd'hui ça qu'il a mis derrière les barreaux. Et en dehors de cette musique, dans la vraie vie, il est toujours entouré des Black Disciples. Et ces BD sont toujours en guerre avec les GD ou avec d'autres gangs, tu vois. Et donc lorsqu'il se passe des choses dans son entourage, qu'est-ce que Lil Durk fait? Eh bien, étant donné qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a réussi dans le rap, naturellement, il va financer, en tout cas, il aurait financé les guerres autour de lui. Naturellement, parce que s'il ne le fait pas, il peut très facilement se retrouver dans la situation de Chief Keef. Et Chief Keef, qu'est-ce qu'il a dû faire? Quitter la ville pour aller à LA très tôt dans sa carrière, et ça lui a valu une interdiction de Chicago pendant près de 10 ans. Il est revenu, je crois, l'année dernière, si je me trompe pas. Les fans de Chief Keef, dites-le dans les commentaires si je me trompe. Donc en fait, Lil Durk est resté fidèle à son entourage, fidèle à ses amis, fidèle à sa vie d'avant, et c'est ce qui lui a coûté tout ce que ça lui a coûté aujourd'hui. Et en dehors de ce qui se passe dans son entourage, lui-même est au centre de cette guerre, c'est-à-dire qu'on a tué son cousin, on a tué son frère, on a tué l'un de ses meilleurs amis. Forcément, lui-même a les moyens de se venger, et c'est la méthode qu'il connaît, tu vois, il va pas attendre que les forces de l'ordre s'en occupent, tu vois ce que je veux dire? Donc lui-même, il est prisonnier de tout ça, donc presque, j'ai envie de te dire, c'était la route presque logique pour lui. Et d'ailleurs, Lil Durk a été aussi victime des trolls sur internet, hein, parce que forcément, King Von s'est fait assassiner, il y a eu la trend Sly Von qui a commencé à tourner partout sur internet, et je pense que Lil Durk lui-même s'est dit « Ah ouais, non mais attendez, je vais vous montrer ce qui va se passer », et il a fait ce qu'il a fait. Et je pense que 6ix9ine, d'ailleurs il a dit dans une interview avec DJ Academics, qu'il a été l'une des personnes qui a entraîné en quelque sorte Lil Durk à faire ce move-là. No, but listen, who started the Sly Von shit? Who shit was that? Be honest, who's the nigga that first said Sly Von? Maintenant, parlons de l'album, Deep Thoughts. Alors, Deep Thoughts, c'est un album qui a été créé avec beaucoup de contraintes. On sent que Lil Durk n'a pas pu être Lil Durk à fond. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la drill qu'on a l'habitude d'entendre dans sa musique était assez peu présente globalement dans l'album. Alors, tu me diras, il y a un morceau, Monitoring Me, qui reste dans cette tradition-là de pure drill de Chicago. Donc c'est un morceau où clairement il s'est défoulé, il a dit des dingueries, il s'auto-balance hein, comme d'hab. Mais à part ça, tous les autres morceaux rentrent dans la catégorie Pain Music. Alors juste pour revenir sur le morceau Monitoring Me, pourquoi ce morceau a réussi à se faufiler entre les mailles du filet? Eh bien tout simplement parce que c'est un morceau qui est sorti bien avant qu'il se fasse arrêter. Donc le morceau était déjà en ligne, donc ça change rien au fait qu'ils le mettent dans l'album. Pour le reste, dans l'ADA globale de Lil Durk, l'idée c'était d'éviter de mettre davantage de morceaux qui peuvent potentiellement l'incriminer. Parce que dans le dossier d'accusation, ils se servent clairement des lyrics du rappeur pour le faire tomber. Parce que dans sa musique, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il dit beaucoup de choses, il donne beaucoup de détails. D'ailleurs, il y a un morceau où il disait j'ai vraiment cru que je serais dans l'affaire YSL, parce que une fois au téléphone, j'ai dit à Young Thug tous les crimes que j'ai commis. Ça, il l'a dit en musique. Donc c'est pour te donner un ordre d'idée de ce que Lil Durk va dire dans sa musique. Mais pour revenir à cet album, c'est pas un mauvais album, loin de là. Moi j'aime beaucoup quand Lil Durk va dans ce délire pain music. Donc pour ceux qui ne savent pas, la pain music, c'est la musique où les mecs de la rue, les rappeurs vont chanter en utilisant l'autotune très souvent sur de la trap, et qu'ils vont exprimer leur souffrance, leur faiblesse. Très souvent ça va avoir un lien avec la drogue,
des personnes qui ont été décédées, parfois même une rupture amoureuse. C'est son cas notamment lorsqu'il parle d'India. Donc il va parler de tous ces sujets-là de manière différente. Et globalement, sur un album entier, ça peut faire un petit peu beaucoup. Mais il y a quelques morceaux que j'ai pas mal aimés, notamment le morceau avec Future. Le tout dernier morceau, où d'ailleurs il y a des samples avec des voix façon années 2000, j'adore ça. Il y a aussi le morceau Keep on Simping. Donc voilà, globalement tu as écouté ces morceaux-là, d'ailleurs je t'invite à aller écouter l'album dans son entièreté, tu as compris globalement le mood de cet album. Donc un album qui a été conçu avec quelques contraintes, mais qui finalement s'en sort plutôt bien. Donc clairement, ça reste pour moi la qualité d'une mixtape. Mais ce que je me dis, c'est que ce type d'album, ou encore le dernier album de Lil Baby, et ça va être le cas notamment pour l'album de Young Thug, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais le fait que tous ces albums-là soient maintenant un petit peu édulcorés dû à l'actualité, ça va emmener la culture dans une direction très particulière. Alors là, je vais vous proposer une analyse. Je ne suis pas sûr que les choses vont se passer comme ça, mais on va dire que c'est l'une de mes prédictions. En fait, ce qu'on est en train d'observer en ce moment dans le rap, c'est une grande purge. Alors, je m'explique. Alors, je vais te refaire l'historique depuis à peu près 10 ans. On va commencer à aller en 2016. Entre 2016 et 2018, il y a l'arrivée du SoundCloud rap. Donc on est sur un rap complètement différent des générations d'avant. C'est des artistes qui viennent de SoundCloud, donc la plateforme. C'est des artistes en général adolescents ou jeunes adultes, avec les locks colorés, le sound un peu trap foufou, inspiré de Gucci Mane, Young Thug et compagnie, mais avec un côté un petit peu emo rap, etc. Bref, c'est les artistes comme Lil Pump, 6ix9ine, XXXTentacion, Lil Peep, et la génération donc 2016, Uzi, 21 Savage, et j'en passe. Donc ces artistes-là vont exister et être disruptifs pendant 2 ans. Ensuite, 2019, ça va être une année de transition. Mais dans cette année de transition-là, il y aura des artistes, on va dire, un peu plus traditionnels, des artistes d'ailleurs de qualité qui vont réussir à s'élever. Parmi eux, il y a DaBaby, Megan Thee Stallion, Pop Smoke, Juice WRLD, on va dire que c'est un rappeur qui s'inscrit plus dans les rappeurs SoundCloud, mais il est arrivé un peu plus tard, ou encore Blueface, d'accord? Donc Blueface et Juice WRLD, c'est des rappeurs un petit peu hybrides, on va dire. Ils ont des éléments qui rappellent 2018, mais c'est des rappeurs qui réellement pètent en 2019. Ensuite, à partir de 2020, c'est un vrai retour de la street. Donc le retour de la street, ça va être Durk, qui est au meilleur de sa forme, Lil Baby, qui cartonne, qui a son prime, qui sort My Turn, c'est le Covid, c'est incroyable. On a Gunna, on a l'arrivée de la drill de New York. Bref, globalement, la drill explose cette année-là, donc ça a un impact international. Donc c'est réellement le retour de la rue. Et entre-temps, le rap SoundCloud est un peu mort. Les rappeurs de 2019 vivotent, certains réussissent à exister encore. Je pense à DaBaby qui sort Rockstar, etc. Donc il y a quelques morceaux, quelques artistes qui continuent à exister. Je pense aussi à Roddy Ricch, on va dire qu'il rentre plus dans la catégorie street, mais street de LA, qui cartonne la même année. Et donc ça va jusqu'en 2022. Ensuite, à partir de 2022, les choses commencent à se compliquer pour la street. Young Thug et Gunna tombent en prison, c'est l'affaire YSL. Le rap féminin arrive, ça explose. T'as l'arrivée de Glorilla, Ice Spice, par la suite Sexy Red, Flo Milli, Doja Cat qui est à son prime, et dernièrement encore Doechii, d'accord? Donc ça arrive en 2022, et jusqu'à aujourd'hui, on a encore ce rap féminin, même si il a beaucoup moins de force qu'en 2023 ou en 2022. Mais ce qui se passe pendant l'arrivée du rap féminin, c'est qu'on est en train de vivre une grande purge, parce que entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses au niveau du rap masculin. La street a perduré, mais la street a été sérieusement endommagée. Lil Durk a été mis en prison. À New York, K-Flock, prison. Chef G est retourné en prison. À LA récemment, Big U, l'une des grosses têtes de la ville, un creep, se retrouve dans une affaire Rico. C'est très chaud, il se peut qu'on en parle un peu plus tard. À Atlanta, il y a eu Young Thug, globalement YSL, YFN Lucci ont été en prison, mais bon, là ils sont ressortis. Mais là, voilà, la DA a complètement changé, on l'a vu d'ailleurs dans l'album de Playboi Carti. Et là, il se pourrait que Lil Baby soit dans un Rico. Et cette fois-ci, c'est pour 4PF, donc son ancien label. Et donc là, on comprend pourquoi il a fermé 4PF. Je vous en ai parlé dans sa vidéo il y a quelques mois. Et je te parle même pas de NBA Youngboy qui est lui-même embourbé dans des affaires judiciaires. Et je pense que c'est pas terminé. C'est-à-dire que tous les artistes
de ces dernières années qui se sont enrichis et ont bâti globalement leur musique, leur art autour de la rue, se sont retrouvés soit en prison, soit ont été pacifiés par la prison. Donc aujourd'hui, un Young Thug pourra jamais refaire la même musique qu'avant. Et crois-moi qu'un Lil Durk, lorsqu'il sortira de prison, ce sera pareil. Et donc le fait qu'il y ait une grande purge, donc tous les rappeurs street ici et là risquent la prison ou sont tombés en prison, ça change leur musique. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui ont en soi déjà bien modifié le Peura. Et on voit des artistes quand même qui réussissent à cartonner malgré tout et qui ont une très bonne image publique. Je pense notamment à Doechii. Et bien ce que ça me dit, c'est qu'on va potentiellement revenir sur un rap très édulcoré. Et d'ailleurs les maisons de disques sont de plus en plus frileuses à travailler avec des rappeurs street. Ils veulent des profils comme Doechii, des profils qui sont plus faciles, on va dire entre guillemets, à contrôler. Il se peut qu'on rentre dans une nouvelle ère où les artistes vont être beaucoup plus lisses et beaucoup plus politiquement corrects. Et aussi ce qu'il faut noter, c'est que tous les artistes qui ont vraiment construit une fanbase avec une véritable niche, c'est les seuls qui continuent réellement à vendre. Hein. Je pense à Rod Wave qui fait toujours des 200 000 copies la première semaine. On a rarement parlé de Rod Wave ici, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il chante sur du rap, etc. C'est aussi de la pain music, etc. Mais bon, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On a aussi Playboi Carti, aussi un marché de niche. Plus de 300 000 copies la première semaine, avec une identité bien à lui. Et enfin, Tyler, The Creator, pareil, un artiste qui a sa propre niche, son propre univers, qui réussit encore à exceller. Donc, là, clairement, on est dans une position particulière. La street est de moins en moins valorisée, et en plus de ça, c'est très difficile pour un artiste street d'avoir une carrière qui dure longtemps, sur le long terme, qui réussisse à évoluer, parce que très souvent, le public n'est attaché qu'à ce côté street. Et de l'autre côté, les artistes de niche, très créatifs comme ça, réussissent à avoir une longévité. Donc, à mon avis, on va potentiellement s'orienter vers là. Mais bon, voilà, c'est une idée comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous tiens au courant des actualités de Durk, de Baby. Je pense que je vais vous faire aussi une vidéo un petit peu update sur Lil Baby et ce qui s'est passé récemment, le faux PF Rico qui arrive potentiellement, bref, tout ça. Et aussi, il se peut que je vous parle de Big You avec cette affaire-là parce que ça a beaucoup fait parler. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter si tu veux recevoir les vidéos business, les articles, etc. Tous les contenus liés au business de la création de contenu. Le lien se trouve dans la description. Donc vas-y, c'est dans l'encart avec demande-nous de l'aide. Je crois que c'est écrit comme ça. Tu vas, tu t'inscris et tu recevras les vidéos, etc. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Major d'Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!